Merci d'abord pour m'avoir donné la parole et puis je remercie aussi tout le monde qui est présent à cette présentation et j'espère aussi que, je vais dire, tout le monde sera attentif pendant cette présentation ici, que je pense être intéressante, en ce sens que nous parlons plus du numérique et nous parlons de l'enseignant. Et dans cette présentation ici, je suis en train de vouloir montrer les liens qu'il y a entre l'enseignement basé sur des données probantes et les numériques. Les objectifs de la présentation, c'est qu'à la fin de cette présentation, le participant sera capable de décrire les étapes de l'enseignement basé sur des données probantes. Et un deuxième objectif, c'est aussi d'identifier les rôles du numérique dans ces processus, c'est-à-dire dans les processus de l'enseignement basé sur des données probantes. Je vous donne mon plan de présentation ici et je commencerai d'abord par l'enseignement basé sur des données probantes et la prise de décision dans l'enseignement. Puis je parlerai aussi du processus, c'est-à-dire de la définition de l'enseignement basé sur des données probantes, qui est un processus, j'essaierai de définir cela rapidement, et puis je parlerai des étapes de l'enseignement basé sur des données probantes et les numériques. Je ferai un pont entre les deux, une façon de voir l'importance que le numérique a aujourd'hui dans la compréhension de ces étapes et même dans l'application des étapes de l'enseignement basé sur des données probantes. Il y a un exemple beaucoup plus pratique, évidemment c'est un peu résumé. Vous verrez que j'ai utilisé Google Sheet pour aller voir certains calculs que nous pourrions faire rapidement, mais dans le cadre toujours d'obtenir une évidence dans les données par rapport à nos élèves, par rapport à nos apprenants, afin de tirer de très bonnes conclusions. Et puis, je terminerai par une conclusion. Donc, dans l'enseignement basé sur des données probantes, je pourrais dire que c'est un processus qui nous permet de prendre de très bonnes décisions. C'est une démarche qui nous permet d'arriver à prendre de bonnes décisions par rapport, je dirais, à nos apprenants, de façon générale par rapport à l'enseignement et à l'apprentissage. Pensons aux décisions que nous prenons en tant qu'enseignants, bien sûr, même en tant que conseiller, je dirais, conseiller, on a eu Patrick et Véronique qui sont des conseillers, mais en tant que conseillers aussi, il nous arrive de prendre des décisions par rapport à l'enseignement, par rapport à l'apprentissage de façon générale pour nos apprenants. Alors, comme un exemple, je dirais, on peut se demander, par exemple, est-ce que ce groupe d'apprenants a-t-il besoin d'aide supplémentaire? Est-ce que l'apprenante Y ou l'apprenante X a-t-elle besoin d'une aide supplémentaire? Un enseignant peut aussi se demander, est-ce que pour telle leçon, pour tel apprentissage, quelle est la méthode, quelle est la stratégie d'enseignement que je peux utiliser? Mais ce sont des prises de décision, on peut en élaborer autant que l'enseignant pourrait se poser ou un administrateur au niveau de l'enseignement pourrait se poser. Il y en a en tout cas plusieurs, comme vous pouvez vous en rendre compte là. Et je me dis, améliorer la qualité de notre travail en tant qu'enseignant, en tant qu'administrateur dans l'éducation, dans les domaines de l'éducation, mais c'est aussi améliorer nos prises de décision. Et que ces améliorations-là nécessitent un processus efficace de prise de décision qui est l'enseignement basé sur des données probantes. Je disais que l'enseignement basé sur des données probantes, c'est un processus qui permet alors à un enseignant
à une enseignante, je disais tout à l'heure, même à un administrateur, de prendre une décision sur l'enseignement ou l'apprentissage des élèves, des apprenants en général, même au niveau des apprenants à l'université. La grande question, comment le numérique peut-il aider dans ce processus de l'enseignement basé sur des données probantes? J'ai présenté ici les étapes d'abord d'un côté que vous pouvez voir, les étapes de l'enseignement basé sur des données probantes et de l'autre côté, je fais les liens avec le numérique, ce que le numérique peut nous apporter. Donc, je vais d'abord parler de la première partie, les cinq étapes de l'enseignement basé sur des données probantes. Évidemment, ça passe par l'observation. En tant qu'enseignant, on observe qu'il y a un problème. Un problème, c'est-à-dire qu'il y a un écart entre ce qui est attendu et ce qui est observé. Donc, partant de ces problèmes-là, on peut se poser une question, formuler une question précise. Et après avoir formulé une question précise, on sera tenté ou on sera contraint probablement d'aller chercher une évidence quelconque, une évidence valide. C'est là qu'on peut aller dans la littérature, chercher des documents, des articles qui se rapportent à notre question pour trouver une solution quelconque. Parfois, en tant qu'enseignant, on peut être tenté de mener une recherche action dans notre salle de classe qui concerne pratiquement nos élèves ou un certain type d'élèves, un certain nombre d'élèves quelconques, afin de trouver des évidences. Dès qu'on les trouve, mais on pourra d'abord se poser des questions. Est-ce que ces évidences-là sont-elles valides? Est-ce que ces évidences, je peux faire confiance aux articles scientifiques que je viens de lire ou aux documents que je viens de lire, d'où l'évaluation critique de l'évidence. Après l'évaluation critique, on pourra alors arriver à une conclusion, c'est-à-dire une solution quelconque qu'on pourra décider d'appliquer ou d'implanter dans notre classe ou dans notre école, dans notre structure d'enseignement. Et c'est après avoir implanté cela qu'on pourra alors, étape par étape, évaluer cette solution-là. De l'autre côté, je présente le numérique. Pour le premier point, formuler une question, mais le numérique peut aider aussi. Aujourd'hui, on le sait très bien en voulant renforcer la question, clarifier la question, on peut se référer à la recherche Internet, ce que les autres ont déjà écrit, c'est comment les autres ont formulé leurs questions. Il y a plusieurs outils de ce côté-là. Et pour trouver une évidence valide, mais il y a aussi la recherche Internet. Ici, en dehors de la recherche Internet, j'ai bien mis en évidence une analyse des données numériques qui peut nous aider ici à arriver à obtenir une évaluation beaucoup plus peut-être critique, une évidence plutôt qui est beaucoup plus valide. Je vais vous montrer avec Google Sheet très bientôt. Et puis, on a la recherche Internet qui revient aussi. On a des plateformes qui nous permettent d'aller rechercher des articles, des documents intéressants qui peuvent concerner notre sujet. Et puis, il y a aussi des différentes stratégies qu'on peut utiliser avec la technologie de l'information et de la communication, des applications qu'on a aujourd'hui de planification. On peut utiliser par exemple Excel ou Google Sheet par exemple, ou Microsoft Project pour essayer un peu d'implanter, de faire un plan pour l'élève ou bien pour l'apprenant ou encore pour toute une classe quelconque. Et après, en dernier point, on peut aussi utiliser des applications pour la collecte des données. On a eu des sondages aujourd'hui, des exemples des sondages dans la première présentation, mais qui nous permettent aussi de savoir qu'il y a d'autres sondages qu'on peut réaliser grâce aux outils informatiques. Alors, ça, c'est un exemple que je prends. Je pars d'une observation, une faible performance. Par exemple, l'enseignant constate une faible performance des filles en mathématiques 10e année comparée à la performance des garçons.
La question que l'enseignant peut se poser, est-ce que l'enseignant peut-il conclure que les élèves, donc les filles, ont une faible performance dans son cours, du moins en mathématiques, et dans cet exemple ici. Et en ce moment-là, l'enseignant, si cela s'avère véridique, l'enseignant pourra mettre en place des stratégies pour améliorer l'apprentissage des filles. La deuxième étape concerne l'évidence. Dans notre cas, l'évidence sera basée sur l'observation des différences entre, prenons 2 moyennes ou bien 2 médianes. En ce moment-là, dès qu'on obtient cela, mais on pourra aller plus loin, faire des recherches sur ce que les autres ont déjà écrit. Alors, en ce moment-là, faut-il décider, la grande question serait, faut-il dire que la différence que nous observons est significative, oui ou non? Et à partir d'ici, je vais vous amener à une pratique numérique avec Google Sheet. Donc, en pratique, j'ai montré ceci en disant qu'il y a une comparaison des notes obtenues par les apprenants dans 2 groupes différents. Il y a les groupes des garçons, A que je dis le groupe A, garçons, et puis groupe B, filles. C'est un exemple simplifié pour vous montrer juste rapidement comment j'ai pu calculer cela. Alors, on a des données ici, prenons sur 20, à un travail quelconque, à une évaluation quelconque, voici les notes obtenues et voici les notes aussi obtenues par les filles. On a calculé la moyenne, 16,2 pour les garçons, 14,4 pour les filles. Ce sont des données hypothétiques et la médiane, 17 ici et 15 là. Alors, la question, souvent on est tenté directement à partir d'ici à commencer à aller de l'avant, à mettre en place des stratégies, mais la question serait, est-ce que cette différence est-elle significative, oui ou non? Alors, c'est partant de ce questionnement-là qu'on pourra alors, excusez-moi, je dois... oui, j'étais là. Donc, je dois réduire pour aller chercher une autre diapositive. Vous semblez avoir 2 onglets d'ouvert un petit peu plus haut. Plus haut, hein? Oui, si vous montez votre souris un petit peu plus haut. Oui, je suis là, je cherche à réduire ça pour trouver l'autre partie des diapos. Peut-être que je serai là. Ah, voilà. Excusez-moi. Donc, je l'ai ici. Je dois remettre ça. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Toujours, hein? Cette fois-ci, c'est avec Google Sheet. OK. Alors, là, j'ai une présentation à partir de Google Sheet. Je vais tout mettre dans les comptes des conférences, donc les diapositives et puis cette présentation ici. Je vais vous présenter tout à l'heure les données ici. Et puis, on se disait, est-ce que les différences entre les 2 moyennes-là sont-elles significatives? C'est une façon de dire si elles sont significatives ou bien si elles ne sont pas aussi. On peut dire qu'on a obtenu des données, entre autres des données probantes, des données, des évidences, quoi, qui nous permettent d'aller de l'avant. Alors, j'ai mis toutes les étapes ici à droite pour celui qui veut vraiment suivre ces étapes. Tout est compréhensible à mon avis. Donc, j'ai tout mis les étapes ici. Et il est question seulement d'observer les explications. J'aurais aimé qu'on aille étape par étape, nous tous, mais ça pour ceux qui seraient intéressés, mais ça peut nous prendre du temps. Alors, la première étape, c'est de chercher à savoir quel est le rang de chaque valeur. On a des données qui vont par exemple de 11 ici jusqu'à 13, toutes les données.
On en a 10 au total, mais on aimerait donner un rang à chaque valeur. Alors, si on peut regarder rapidement, un coup d'œil rapide nous dit que 10 est la plus petite valeur, et ça sera donc le premier rang, et 11, ça sera le deuxième rang. Mais imaginons-nous, on a plusieurs valeurs. Et dans une classe, on a 30 élèves, 40 élèves, ça dépend. Et partant de cela, on peut, par exemple, chercher à les faire automatiquement, du moins avec les numériques que nous avons, l'application que nous avons. J'ai mis les codes pour trouver le rang de toutes les valeurs. Il suffit de les faire entrer une seule fois et toutes les données, tous les rangs que vous aurez seront donnés automatiquement. Donc, vous n'avez qu'un seul travail à faire, c'est de les faire une seule fois. Et je vais rapidement l'expliquer. C'est égal, toutes les formules commencent par égal dans Google Sheet ou bien même dans Excel. Et puis, rank, c'est les codes qui nous permettent d'obtenir les rangs. Entre parenthèses, A2, c'est les rangs de la première valeur que nous avons là. Donc, on commence par là. Je les mets ici parce que j'aimerais que la réponse soit là. Et puis, je mets la virgule. Et ce qui vient après, c'est les dollars A, $2, 2 points, $B, $6. C'est-à-dire A2 jusqu'à B6, qui comprend toutes les valeurs. Si vos valeurs vont jusqu'à 10, par exemple, mais vous prendrez toutes les valeurs jusqu'à 10. OK? Donc, après avoir trouvé les rangs, pour toutes les valeurs, on peut voir que ça, c'est le premier rang, deuxième rang, ainsi de suite. Troisième, c'est là, quatrième. Alors, la deuxième étape, c'est d'appliquer la formule que nous avons ici. La formule semble être difficile à comprendre, mais vraiment, c'est simple. On n'a que deux variables là. C'est les n que nous avons, c'est-à-dire le nombre de cas, et puis R que nous avons, c'est la somme des rangs. Si vous regardez, j'ai mis ça ici, NA, pour calculer ça, la formule est là, égale count, donc si je mets là, vous trouverez, c'est ça la formule que j'avais déjà placée. Je l'ai réécrit ici pour que vous puissiez voir facilement, mais c'est déjà dans la valeur 5 ici. Donc, vous sélectionnez, vous écrivez A égale count, de A2 à A6. Ça vous donne 5. Ça nous a donné 5 ici, les nombres de valeurs que nous avons. Pour B, ça nous a donné aussi 5, les nombres de valeurs que nous avons. Et la somme des rangs, RA ici, c'est les rangs pour le groupe A. On totalise la somme, ça nous donne 32. On totalise aussi toutes les valeurs, tous les rangs pour B, ça nous donne 23. Alors, quand nous allons plus loin, donc on a déjà NA et puis NB, et puis on a RA, on applique la formule. La formule, c'est, donc on multiplie NA par NB, c'est-à-dire 5 multiplié par 5, et puis plus CA que nous avons ici, C10 plutôt, C10 que nous avons là, 5 toujours, et puis C10 plus 1, 5 plus 1, ainsi de suite, divisé par 2 et moins la somme des rangs. Donc, si vous appliquez la formule, vous aurez la valeur 8 et puis 18. La prochaine étape, prenez la plus petite valeur. On a pris la plus petite valeur, c'est 8. Et puis, après avoir pris la plus petite valeur, mais on va calculer maintenant quelle est la valeur des Z dans les tables. Il existe une table, mais nous ne sommes pas intéressés à utiliser les tables parce que la valeur, nous la calculons automatiquement avec la formule que j'ai placée déjà ici. Si vous calculez la formule, vous appliquez la formule, vous aurez 0,9 et vous allez l'appliquer maintenant pour calculer la valeur de P. L'interprétation est facile. Après avoir obtenu la valeur de P, c'est question de voir seulement si c'est supérieur à 0,05 ou inférieur à 0,5. Dans notre cas, 0,34, c'est supérieur à 0,5. Donc, on conclut ce qui est là, je l'ai mis ici, on conclut que dans notre cas, nous dirons que compte tenu des résultats obtenus, nous n'avons pas assez d'évidence pour conclure que les deux groupes sont différents.
c'est pratiquement ça l'essentiel de la démarche. Je suis allé très vite, mais vous aurez toutes les étapes telles que c'est présenté là. Et c'est une façon de simplifier, de vous dire que les Google Sheets ou bien les numériques aujourd'hui simplifient beaucoup de choses pour nous, avec des calculs qui pourraient être beaucoup plus compliqués avant, qu'on pouvait faire à la main ou avec une calculatrice peut-être, mais aujourd'hui, tout est simplifié et ça nous permet de les faire rapidement. Alors, partant de cette conclusion, il faudra maintenant aller plus loin dans les différentes étapes que nous avions mentionnées tout à l'heure en ce qui concerne les étapes de, je voulais dire les étapes de l'enseignement basé sur des données probantes. Alors, je vais rentrer là, je vais essayer de l'agrandir. Voilà. Donc, après avoir obtenu ces résultats-là, la grande question, ça sera, on pourra aller de l'avant pour chercher de l'information sur ce que les autres ont déjà écrit dans ces domaines-là. Par exemple, comparaison, performance des filles, performance des garçons en mathématiques. Et on pourra renforcer notre information, nos résultats, notre évidence avec ce que nous aurons trouvé dans la littérature. Alors, on sait que Google Scholar aujourd'hui peut faciliter l'obtention des articles scientifiques. On sait aussi qu'il y a EBSCO, qui est aussi une autre plateforme pour la recherche des articles. La plupart des conseils scolaires mettent ça à la disposition des enseignants. Et si vous l'avez, mais ça peut vous faciliter aussi la tâche. Et ensuite, vous pourriez penser maintenant à l'implantation de votre solution quand vous aurez trouvé une solution après avoir comparé avec ce que la littérature vous dit. Et vous pourriez appliquer, utiliser certaines applications de planification. Puis, si tout est en place, vous êtes en train de mettre en place votre solution, mais vous pouvez évaluer la performance de vos apprenants à ce moment-là. Pour conclure, je dirais que l'EDP, l'EBDP, l'enseignement basé sur des données probantes, est un processus indispensable pour la prise de décision sur l'enseignement et l'apprentissage. J'ai mentionné aussi que le numérique est un outil important dans ce processus de l'enseignement basé sur des données probantes. Et enfin, la combinaison de l'enseignement basé sur des données probantes et du numérique facilite les processus et rend plus efficace et plus efficient comment dirais-je, ces processus. Et peut-être dans la référence là, j'ai un livre que j'avais écrit sur l'enseignement basé sur des données probantes, ça fait déjà 2 ans, mais qui peut aider aussi si on veut renforcer l'idée.